vous venez de voir une petite présentation de Yannick Waknin, responsable de la recherche sur le développement durable à la Société Générale, et qui est revenu pour nous sur la perception des marchés de capitaux de la thématique ESG, de la prise de conscience à l'intégration. Et Yannick clôture avec nous cette deuxième session autour de la finance verte et responsable. Je vais maintenant donner la parole à deux autres de nos étudiants du Board of Students qu'on est ravis de retrouver. Oussama El Bouyousfi de Sorbonne Université, bonjour Oussama, et Maya Bonjour. Nathias de l'École Polytechnique, qui vont Bonjour. revenir et nous donner leur vision finalement de cette finance responsable. Je vous propose de les écouter. Nous ferons une petite pause ensuite et reviendrons en ligne aux alentours de 14h25 pour la grande partie médicale, une médecine intelligente et équitable, avec des intervenants prestigieux. En attendant, je donne la parole à Oussama et à Mayan. Merci Valérie. Moi, je pense que alors que beaucoup d'économistes et de spécialistes de la finance prévoient les scénarios les plus pessimistes en ce qui concerne les enjeux climatiques, je pense que la green finance, c'est le seul moyen qui marche et qui permettra d'effectivement rendre la trajectoire réversible. Je m'explique. La conscience pour ces risques a existé depuis plusieurs décennies maintenant. Et les accords sur le climat se sont multipliés, hein. On connaît tous Kyoto en 1997, on connaît Copenhague en 2009 ou encore Paris en 2015, où pour la première fois, on a réussi à mettre en place des objectifs à la fois contraignants politiquement et ayant une vraie valeur juridique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ceci n'a pas marché. Et je le pense, ne marchera pas s'il n'y a pas un vrai engagement derrière. Et la réponse de l'écologue Gareth Hardin, intitulée The Tragedy of the Commons, ou la tragédie des biens communs, elle date de 1968. Hardin explique que les biens communs sont destinés à être surexploités par chaque agent dans une logique maximisatrice individuelle jusqu'à leur possible épuisement. Si on imagine par exemple un village qui dépend d'un étang à poissons pour se nourrir et des pêcheurs qui doivent s'accorder sur la quantité pêchée afin d'assurer la reproduction des poissons, le problème qui s'avère, c'est que chaque pêcheur a intérêt à pêcher davantage afin de maximiser son gain à court terme, ce qui, à long terme, dégrade bien sûr la reproduction et tous les pêcheurs vont se finir par se retrouver sans poisson. Et c'est ça, c'est exactement ça le même problème à l'échelle des États. À chaque fois où on essaye de se mettre d'accord, il va y avoir certainement des pays qui vont être tentés d'adopter des comportements de passagers clandestins afin qu'ils bénéficient des effets positifs des engagements des autres sans faire le moindre effort. Et si les autres, par exemple, durcissent les réglementations ou augmentent les taxes sur les entreprises polluantes et j'en passe, il y aurait forcément un pays qui voudrait aller contre ce sens pour ses propres fins économiques, incitant les autres également à se désengager de leurs objectifs, hein, ou au moins perdre ou prendre des décisions superficielles afin de se donner une image trompeuse de leur responsabilité écologique. Et il ne faut pas se leurrer sur cette question-là, parce que même les pays les plus sérieux, je peux citer l'Union européenne par exemple, ont fait des erreurs ou étaient dans cette logique-là. Par exemple, l'Union européenne a suralloué des quotas dans le marché du carbone afin de ne pas pénaliser les entreprises européennes face aux entreprises américaines ou encore chinoises. Donc pourquoi la solution serait donc la green finance? Parce que simplement en 2009, Elinor Ostrom obtient le prix Nobel d'économie pour ses travaux qui remettent en question l'idée de Hardin et qui démontrent que les agents parviennent à trouver des solutions décentralisées et efficaces pour gérer des ressources de ce type. Et donc, je crois profondément que la finance verte aujourd'hui est la réponse sérieuse, efficace, décentralisée et pragmatique à ces enjeux climatiques. Euh, et on commence à voir ceci, on commence à voir enfin un intérêt grandissant pour celle-là à travers des mesures très fortes et des exemples très concrets. Je peux citer le CAC 40 ESG, je peux citer des green bonds comme les OAT vertes, je peux citer d'autres actifs exotiques comme les wildlife bonds de la Banque mondiale pour sauver les rhinocéros par exemple, ou même tout un tas de fonds verts, hein, entièrement des fonds entièrement verts qui ont enfin réussi à associer responsabilité et rentabilité en agissant pour un futur durable tout en restant très profitable.
Et donc, je crois qu'il faut donc continuer sur cette voie de croissance responsable pour surtout financer notamment l'innovation, et M. Waknin a parlé de ça, qui réduira les externalités environnementales négatives. Pourquoi? Parce qu'il faut être une nation suffisamment riche pour pouvoir réaliser ce genre d'investissement en recherche scientifique et en développement. Hein, il y a beaucoup d'économistes qui ont parlé de ça, et je cite Michael Taylor et William Allen Brooke en 2010, qui, à travers l'élaboration d'un modèle de croissance verte, un Green Solar Model, où plus le capital part était grand, c'est-à-dire plus on est riche, donc plus les émissions de pollution vont se réduire, et ce, sans avoir besoin d'accord sur le climat. Hein, leur seule hypothèse, Alan Brooke et Michael Taylor, était des pollution abatement technologies, un progrès technique qui réduit la dégradation environnementale, et ce, bien sûr, ce qui est parfaitement le cas quand on pense à l'innovation environnementale, quand on investit pour l'innovation pour le climat. Donc voilà, et je me permets de poser la question à ma collègue Mayan justement sur est-ce que tous les pays sont sur cette voie de la green finance où il peut y avoir des disparités, Mayan? Merci Oussama. Donc, en ce qui concerne ta question, je répondrai non. Donc, pourquoi? Parce que tandis que la finance verte a gagné en importance dans les pays du Nord, les pays du Sud restent largement en marge de ce phénomène. Donc, on voit bien que le changement climatique représente une menace accrue pour les économies en développement et a déjà imposé des coûts élevés aux populations à faible revenu, tels que l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la maladie et les pertes d'emploi. Donc, le changement climatique continue de produire des événements météorologiques plus fréquents, comme les tempêtes, les sécheresses et les inondations, qui ont tous des effets disproportionnés sur ces populations pauvres. Selon moi, le type de finance verte le plus répandu aujourd'hui cherche à réduire les impacts négatifs et compenser les dégâts de notre économie consumériste. Alors moi, je pense qu'il faut en réalité repenser totalement notre modèle économique et produire seulement ce qui est nécessaire pour éviter d'avoir à gérer ensuite les déchets. Donc, par exemple, on peut penser au commerce circulaire. Cependant, on voit aujourd'hui que seulement 10% de notre PIB mondial est réalisé par le commerce circulaire, ce qui est encore trop peu. Donc aujourd'hui, encore trop peu de pays participent activement à cette transition vers une économie durable. C'est vrai qu'il est clair que la lutte contre le réchauffement climatique doit reposer en premier lieu sur les pays du Nord et qu'elle doit bénéficier aux pays du Sud, puisque ce sont les premiers affectés et leur vulnérabilité économique ne permet pas d'en compenser les impacts. Cependant, je pense qu'il faut tout de même trouver des solutions pour faciliter la participation de ces derniers à cette transition. Donc maintenant, la réelle question à se poser, c'est comment améliorer l'intégration des pays du Sud et parvenir à une finance verte inclusive. Donc, un moteur de la finance verte inclusive est selon moi le développement des systèmes de paiement mobile qui sont très répandus dans les pays en développement. Étant donné le nombre croissant de personnes ayant accès au téléphone, les services financiers numériques ont aujourd'hui le potentiel de toucher davantage de personnes qui sont non bancarisées. Et donc, ça facilite même le déploiement de financement auprès de ces personnes qui seraient normalement exclues de cette transition vers une économie durable. Donc, en fait, ça permettrait de les encourager à faire des achats durables.